ce soir, agriculture et OGM, à qui profitent vraiment les changements climatiques. L'idée, c'est à la fois de revenir sur les différents, de définir l'agriculture dont on parle et les différents systèmes et pratiques agricoles que cela peut englober, avec les différents impacts que cela peut avoir par rapport aux défis du changement climatique. Donc avec nous ce soir, Cyrielle Denartigue du réseau Action Climat tout à ma gauche, Christophe Noisette d'InfoGM juste là, Nénécy, proche d'Action Aid Sénégal, et enfin Patrick de Cocheco du réseau Semences Paysannes. Et pour commencer, ce que l'on vous propose, pour poser bien le débat, c'est de revenir avec Cyrielle Denartigue, donc responsable agriculture et alimentation au réseau Action Climat. Donc c'est de revenir avec elle sur quel est le véritable impact de l'agriculture par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a un chiffre qui revient très souvent, surtout avec la COP21 à moins de 15 jours, c'est le fait qu'aujourd'hui, près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont imputables à l'agriculture. Alors qu'est-ce qu'on met exactement derrière ces 25% d'émissions? Est-ce qu'on peut distinguer les impacts selon l'agriculture dont on parle? Et donc il y a un panorama à vous présenter. Oui, alors je vais essayer de répondre à cette question, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce 25, mais peut-être aussi au-delà de ce 25%, parce qu'il n'y a pas forcément tout et ça dépend des sources. Voilà, c'est vrai que l'agriculture pose un certain nombre de problèmes de PNR, de calcul. Alors moi je n'ai duré que 10 minutes, mais par contre je vous apprends les chiffres. Voilà, les deux interventions suivantes, j'espère, seront plus gentilles. Il est 18h19. Je vais essayer de tenir. Le réseau Action Climat, je m'attarde là-dessus. Il y a quelques publis à la sortie avec des petites descriptions. Comme ça, j'économise mes minutes. Du coup, je voulais commencer par un premier point, en fait, de 2 minutes sur juste un point particulier sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, le reste du temps sur la question qui nous intéresse plus directement, c'est-à-dire l'agriculture. Donc en fait, le réseau Action Climat a pas mal travaillé sur la différence entre les émissions de gaz à effet de serre territoriales et les émissions de gaz à effet de serre importées, exportées, ou une autre façon de les appeler, les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation. Ces deux premiers graphes, en fait, vous présentent les émissions de gaz à effet de serre territoriales. Alors, ce qu'on appelle territorial, c'est très simple, on met une cloche sur les frontières d'un pays, on mesure ce qui sort en une année et on voit ce que ça donne. À gauche, c'est la valeur absolue des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc États-Unis, Chine en premier par exemple. Ici déjà une autre façon de relativiser ces chiffres-là, c'est que ici la même valeur est divisée par le nombre d'habitants du pays. Donc on voit tout de suite que les États-Unis passent dedans, puisque proportionnellement il y a moins d'habitants que la Chine, et voilà, je pense que c'est juste le rappel du SFR qui va me demander son adresse si je veux le mettre sur Internet. J'espère qu'il va le faire toutes les 3 minutes. Peut-être que c'est plus simple. Je vais accélérer en fait, ça c'est juste pour vous dire que en fait, ce dont on parle pas si souvent, c'est une autre façon de calculer les émissions de gaz à effet de serre d'un pays, c'est de considérer le train de vie de ce pays-là et de mesurer les impacts en termes de GES qu'a notre train de vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme aujourd'hui qui sont importées notamment, par exemple, de pays du Sud, par exemple la Chine au hasard. Et donc finalement, les émissions de gaz à effet de serre induites par notre train de vie sont décalées et sont émises à l'extérieur de nos frontières. Or aujourd'hui, les négociations internationales, et notamment celles qui vont avoir lieu à Paris, ne parlent que de gaz à effet de serre territorial. Aujourd'hui, ce qui est répété par le gouvernement français, c'est qu'on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre territoriales, mais on les a largement augmentées, nos émissions liées à notre train de vie. Parce que, déjà, on consomme de plus en plus, mais en plus, on se désindustrialise. Je vais m'arrêter là, je voulais juste soulever ce point-là qui me semble assez important et qui, en plus, est soulevé également par le secteur de l'agriculture. Donc, j'avance vite.
Ça, c'est un petit schéma qui est sympa, que vous pouvez retrouver. En fait, tous nos publics sont accessibles gratuitement sur Internet, qui matérialisent les échanges des gaz à effet de serre entre les frontières. Voilà, l'agriculture, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est juste une façon de présenter les différents types d'interactions, puisque la question qui nous pose, c'est quels sont les types d'interactions entre agriculture et changement climatique. L'agriculture, elle peut être impactée par les changements climatiques, elle peut être émettrice de gaz à effet de serre et elle peut être pourvoyeuse de solutions. Mais là, je vais m'intéresser directement seulement à la question des émissions de gaz à effet de serre, puisque après les deux interventions qui suivent vont plus s'attarder sur les solutions. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, ça c'est le gros schéma. Si j'ai pas assez de temps, je m'arrêterai à ce schéma. Donc, du coup, voilà, je ne dirai pas tellement plus que ce schéma. J'ai pas eu le temps de faire une petite animation, j'aurais voulu vous amener ces patates les unes après les autres, ça aurait été beaucoup mieux. Donc du coup, si vous voulez bien ne pas trop lire ce schéma, évidemment, m'écoutez, et ensuite je vais vous inviter à lire chacune des patates. Donc en fait, par exemple, la FAO parle de 4,5, non, je comprends avec l'image, pardon, un quart des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole. Quand on parle secteur agricole, en fait, souvent on parle du secteur agricole stricto sensu. C'est ce qu'on retrouve sur la patate verte centrale, en fait. Ce sont les émissions liées aux épandages d'engrais azotés, par exemple, à la gestion des lisiers, notamment les lisiers dans des élevages très concentrés. Les consommations d'énergie, etc. Ça, ce sont les émissions directes liées au secteur agricole. Alors, juste une chose, pardon, que je voulais dire en préambule à ce schéma. En fait, moi, les chiffres que je vais vous donner ce soir, c'est simplement les chiffres français. Voilà, c'est juste pour faire un choix. Je travaille beaucoup plus à une échelle française. Du coup, je vous présente les chiffres que j'ai pu extraire à l'échelle française. Du coup, voilà, donc le gouvernement, souvent, il met en avant le fait que l'agriculture française émet 20% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Ça, c'est parce qu'on ne parle que de l'agriculture, que des émissions qui sortent directement des exploitations agricoles. À cela, en réalité, il faudrait ajouter tout ce qui est en amont et qui n'est pas directement comptabilisé dans le secteur agricole. C'est par exemple la production des engrais chimiques. Les engrais azotés sont comptabilisés dans l'industrie chimique. Mais on ne compte pas non plus dans ce 20% d'émissions françaises liées à l'agriculture tout l'aval. Donc là, c'est principalement des émissions liées à un secteur industriel de l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation, les emballages, le transport, la distribution, des systèmes de distribution assez centralisés, une gestion des déchets, donc plus il y a d'emballage, plus il y a de gestion des déchets, plus il y a de systèmes de distribution centralisés, plus il y a de gâchis alimentaires. Voilà. Donc, en gros, les trois patates de droite, donc la jaune, la verte et la bleue, ça correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, en comptant l'aval, en comptant l'amont, mais seulement en restant sur le territoire français. Parce qu'à ça, il faut encore ajouter d'autres choses. Mince. Oh. Je sais pas, tout à l'heure, c'est revenu sans que je fasse rien. Et je vais y aller. J'aurais pu faire ça dès le début, effectivement. Et donc juste pour finir, un mot sur les émissions importées. Alors là, on en parle encore moins que les patates jaunes et bleues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très facilement les sources d'informations sur les émissions territoriales françaises. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux émissions importées. Alors les chiffres que je donne, ce sont les émissions importées nettes, c'est-à-dire que j'en ai soustrait les émissions exportées. Donc je ne triche pas entre guillemets, voilà. Alors c'est des chiffres très compliqués à avoir puisque voilà, on se base sur des entrées-sorties des douanes. Donc les deux patates de gauche, ce sont des calculs RAC, Réseau Action Climat, tandis que les chiffres de droite, on peut les trouver à l'Institut français de l'environnement. Voilà, si vous voulez creuser le sujet.
Peut-être juste un mot pour finir là-dessus. Voilà, moi j'ai donné des chiffres auxquels on a facilement accès. Je vous fais une approche vraiment globale des émissions de gaz à effet de serre, en mettant plutôt l'accès sur le côté. On parle trop souvent d'émissions liées à l'agriculture stricto sensus, sans parler des émissions amont et aval, qui sont plutôt en général attachées à un système industrialisé, chimique, etc. Et le deuxième point, on ne parle jamais des émissions importées. Et là aussi, c'est quand même un marqueur d'un certain type d'agriculture. Voilà. Et j'ai mis juste en dessous, c'est la seule valeur absolue que j'ai mis dans tout ce schéma-là, c'est le 260 millions de tonnes équivalent CO2. C'est la masse que représente l'ensemble de ces patates que vous voyez là. Alors c'est un calcul de coin de table, mais globalement l'idée de l'ordre de grandeur c'est ça. La France émet chaque année 490 millions de tonnes équivalent CO2, juste pour vous donner à titre de comparaison. Voilà, juste pour l'ordre d'idée. Alors c'est pas tout à fait comparable parce que le 490 il est territorial. Mais voilà, je sais pas, j'ai été trop courte, ou j'ai l'impression d'avoir été très vite en fait, parce qu'après j'ai mis 2-3 autres schémas, c'est juste pour illustrer chacune des patates. Mais ah oui, j'avais juste mis pour avoir une vision de l'échelle internationale, comme je sais qu'on ouvre le débat à la fin à l'échelle internationale. Ça c'est un travail qu'a fait Grain qui montre que donc finalement on s'aperçoit que je suis pas si loin au niveau français, hein, que le camembert c'est l'ensemble des émissions mondiales. La moitié est imputable à des activités agricoles sur toute la chaîne en comptant la déforestation. Voilà. Moi dans mes calculs j'avais du mal à avoir accès aux chiffres de la déforestation. Merci Cyrielle. On prendra le temps, après les interventions de nos 3 autres intervenants et intervenantes, de repréciser, si vous le souhaitez, certaines de ces données. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est effectivement de voir les solutions qui peuvent être proposées. Et parmi les solutions, et notamment avec l'approche de la COP 21, reviennent sur le devant de la scène les OGM. Et ce que l'on va voir maintenant avec Christophe Noisette, c'est notamment une initiative dont on va entendre de plus en plus parler, qui s'appelle l'agriculture climato-intelligente, qui est portée par nos États. Et par la FAO, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, mais aussi la Banque mondiale, mais aussi d'autres fondations. On va rentrer plus en détail avec Christophe. Quand on se plonge dans le guide des initiatives climato-intelligentes, on trouve par exemple le maïs résistant à la sécheresse, ou bien encore le colza qui résisterait aux herbicides. Donc évidemment, ça a tendance à nous interloquer. Et donc Christophe Noisette, tu es journaliste spécialisé sur les questions liées aux OGM. Tu as cofondé en 99 l'association InfoGM et tu es notamment le co-auteur du livret des OGM adaptés au changement climatique, point d'interrogation, promesses, réalité et propagande. Alors ce petit livret, il va falloir que tu nous le résumes en quelques minutes. Voilà, merci. Vaste débat, vaste enjeu. Tout d'abord, je voudrais juste faire une petite transition avec ce que vient de dire Cyrielle sur les importations. La France ne cultive pas d'OGM transgéniques. Alors maintenant, je vais dire OGM, et je ne vais pas dire OGM transgéniques à chaque fois, mais je vais parler des OGM transgéniques. Il y a d'autres types d'OGM, je pourrais en parler plus tard si vous voulez dans les questions, mais là, je m'intéresse aux OGM transgéniques. Donc la France ne cultive pas d'OGM transgéniques sur son territoire, mais elle importe énormément d'OGM pour nourrir son bétail hors sol. Elle importe du soja Roundup Ready, qui pousse au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. Ce soja-là a été génétiquement modifié pour supporter de fortes pulvérisations d'herbicides. Ça peut être le Roundup, mais il y a d'autres types d'OGM résistants à des herbicides. Ils peuvent résister aussi au 2,4-D, au dicamba, à la trazine, pas la trazine, à d'autres herbicides. Donc,
nous ne produisons pas sur notre territoire ce que nous importons pour nourrir nos élevages hors sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque ce soja Roundup Ready est toxique pour le climat. Il est toxique pour le climat, mais depuis quelques années, nos amis de Monsanto, aidés par d'autres États et par certaines ONG environnementales un petit peu curieuses par certains moments, comme le WWF international, essayent de faire classer le soja comme durable. Et ça, c'est vraiment le paradoxe de notre situation, c'est que depuis une dizaine d'années, depuis 2005-2006, les entreprises essayent de faire classer leurs OGM comme éligibles au marché carbone. Le marché carbone, on pourra aussi en revenir plus tard, c'est en gros d'avoir des quotas de pollution en cultivant des OGM. Et le premier qui est rentré dans la liste, c'était ce soja Roundup Ready, puisque d'après la propagande de Monsanto, il permettrait d'économiser énormément d'herbicides, donc des émissions de gaz à effet de serre, puisque la production d'herbicides est polluante en tant que telle au niveau de l'industrie, permettrait d'économiser du CO2 par le passage de tracteurs en moins, etc., etc. Ceci est une vaste fumisterie, puisque depuis que le soja Roundup Ready est cultivé dans ces pays-là, on a vu au contraire une forte augmentation des pulvérisations d'herbicides, du fait notamment de l'apparition d'adventices, donc de mauvaises herbes, qui sont devenues de fait résistantes à ces herbicides. Donc la courbe est plutôt exponentielle vers le haut que je ne sais pas comment on dit exponentielle dans l'autre sens, mais voilà. Donc déjà, l'OGM qui représente 50% des OGM cultivés dans le monde, le soja 50% des OGM, c'est du soja. Et 75% du soja est transgénique. Voilà, c'est pour ça que je prends ce soja-là comme le paragon un peu de l'agriculture transgénique, existante actuellement. Donc ça, c'est pour dire déjà que ce soja est complètement toxique pour le climat. Il est d'autant plus toxique que l'herbicide, non seulement est émettrice d'effets de gaz à effet de serre au niveau industriel, mais l'herbicide pulvérisé à forte dose sur des champs détruit la faune microbienne et de cela abîme le sol. Le sol devenant de plus en plus pauvre, il faut augmenter les doses d'engrais. Or, les engrais azotés industriels sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. La deuxième cause, c'est la destruction de l'humus du sol. L'humus du sol, quand il est correctement constitué, est un grand puits de carbone, mais dans des champs de soja en monoculture sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares, est en fait un humus mort et qui en fait libère du carbone dans l'environnement. Donc c'est vraiment important de se rappeler ce premier constat. Ça, c'est l'existant depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années. Mais par contre, on nous propose des nouvelles promesses. Ben voilà. Pour vendre quelque chose, il faut promettre d'autres choses. C'est un classique. Et donc, pendant qu'on cultive du soja Roundup Ready, on nous dit, dès le début de l'aventure, mais vous allez voir, il y a plein d'autres types d'OGM qui sont, eux, socialement intéressants. Le riz doré, le maïs tolérant à la sécheresse qu'a évoqué Sophie, etc. Ne vous inquiétez pas, on va vous produire enfin des plantes génétiquement modifiées qui vont être intéressantes. Donc ces promesses-là, déjà, elles sont très anciennes, elles sont concomitantes avec la naissance de la biotechnologie végétale. Et résultat, sur les premières promesses, 20 ans après, le riz doré n'est toujours pas cultivé. Le riz doré, c'est un riz qui a été modifié en laboratoire pour avoir une plus forte production de provitamine A. Donc qui est censé lutter contre la cécité des enfants du Sud qui ont un régime alimentaire très peu diversifié. Et donc comme ils ont un régime alimentaire très peu diversifié, on va encore l'appauvrir en leur mettant du riz avec dedans la vitamine A. Mais cette promesse-là n'existe toujours pas. Elle n'est pas réalisée. Alors elle n'est pas réalisée soi-disant à cause des opposants aux OGM. On pourra revenir là-dessus. Le maïs tolérant à la sécheresse, pareil, qui est quand même dans les tuyaux des agences d'évaluation depuis quelques temps, est cultivé sur 50 000 hectares à peu près aux États-Unis. Et d'après la littérature du ministère de l'Agriculture états-unienne, ce maïs-là ne supporterait que des pluviométries, des carences de pluviométrie à peu près égales à ce que d'autres variétés hybrides font. Donc en fait, l'intérêt est tout à fait limité, mais par contre, il est vendu plus cher et il permet de faire passer la pilule. Et donc dans ces promesses, la dernière promesse en date, c'est la Smart Agriculture. Et oui. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez tous un smartphone, et bien maintenant vous allez avoir une smart agriculture. Et donc, je fais ce rapport entre les deux parce que le téléphone, il n'est pas plus intelligent que l'agriculture. Et je pense que c'est important de faire attention aux mots qu'on nous vend.
Personne pense, quand on a un smartphone, que ça veut dire téléphone intelligent. Malheureusement, c'est ça. Et en fait, ce que ça veut dire derrière, c'est de la robotique. C'est un niveau de robotique très avancé, mais la smart agriculture, ça sera une agriculture encore plus technique, technicienne, biotechnologique et donc robotisée. Or, la vraie intelligence, c'est l'intelligence humaine. La seule intelligence qui existe jusqu'à présent, l'intelligence artificielle est un fantasme de science-fiction. Peut-être qu'un jour elle arrivera, mais l'intelligence actuellement, c'est une intelligence humaine. Or, qui cultive, c'est les paysans, et il faudrait peut-être demander l'avis à ceux qui utilisent ces semences, de voir qu'est-ce qu'ils en pensent avec leur intelligence et leur savoir-faire. Donc ça, je pense que c'est important de mettre déjà un mot sur les mots. Après, on va voir en détail cette histoire de smart agriculture ou d'agriculture intelligente. Déjà, la définition de la FAO. La FAO, c'est donc l'organe des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Alors, l'agriculture intelligence au climat a pour objet de renforcer la capacité des systèmes agricoles de contribuer à la sécurité alimentaire en intégrant le besoin d'adaptation et le potentiel d'atténuation dans les stratégies de développement de l'agriculture durable. En gros, ça ne veut rien dire. Hein, en gros, ils disent que l'agriculture sert à nourrir les gens et à préserver les ressources. Bon, bah merci, la FAO, ça fait quelques millénaires que les paysans le savent. Donc déjà, une définition très floue. Et le but est encore plus flou, puisque le but de cette agriculture est simplement d'augmenter la productivité et les revenus agricoles. C'est d'adapter la résilience des plantes face au changement climatique. Et en gros, c'est de réduire ou d'éradiquer les émissions de gaz à effet de serre dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et voilà. L'objectif, il n'est pas chiffré déjà, et il n'est pas clair. La définition, elle n'est pas cadrée, et ces objectifs sont assurément partagés par de nombreuses organisations. Mais personne dit comment il faut faire. Donc, dans le rapport cadre de la FAO, le comment n'est pas abordé, il est abordé seulement à travers des success stories. Donc, en fait, la FAO n'arrive pas à définir la smart agriculture, n'arrive pas à donner un cadre précis, et donc il nous présente des success stories. Et ces success stories, donc, c'est 10 expériences qui ont lieu dans les pays du Sud, et le CGIAR, qui est le consortium d'un certain nombre d'instituts de recherche publique en agronomie, présente, lui, 16 success stories. Voilà. Donc, bon, en gros, on en a 26 et ça nous permet déjà de voir un peu plus précisément qu'est-ce qui va rentrer dans cette fameuse smart agriculture. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a aucun projet d'agroécologie. Aucun. Aucune référence à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est définie par un cahier des charges depuis une trentaine d'années et je pense qu'elle a pu prouver par certains aspects sa capacité à être résiliente et à limiter les gaz à effet de serre. Donc déjà, ça c'est un premier point. Il n'y a que des solutions techniques ou financières. Dans les solutions techniques, il y a donc les OGM qui vont, d'après les dires de ces gens-là, permettre de tout faire. C'est ça qui est bien, c'est que de fait la transgénèse peut faire rêver et fantasmer puisque en théorie on est capable de tout faire. Je dis bien en théorie puisque nous avons vu dans la première partie qu'actuellement très peu de choses sont faites. On n'a que de la résistance à des herbicides ou de la production d'insecticides. Donc une agriculture paradigmatique de l'agriculture chimique. Mais par contre, potentiellement, toujours, dans les rêves, on peut imaginer des choses. Donc, aucun projet d'agroécologie. L'autre chose, c'est que de très nombreux exemples, si ce n'est la totalité, sont des exemples qui sont dans les pays du Sud, et dans certains pays du Sud, qui ont pourtant une place dans la production de gaz à effet de serre proche du zéro. Donc, c'est des pays comme le Malawi, la Zambie, etc. Eux, on va leur apporter une nouvelle agriculture, parce qu'ils ne savent pas faire, mais eux, ils vont devoir réduire leur gaz à effet de serre grâce à la smart agriculture. Par contre, les pays du Nord, les élevages de porcs hors sol en Chine ne sont pas forcément concernés par ces projets-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qui sont les alliés de cette smart agriculture. Donc on trouve la Bill et Melinda Gates, la Bill Gates Foundation, qui est extrêmement active dans le financement d'une agriculture biotechnologique, technicienne et robotisée. Et d'ailleurs, eux, ils présentent un projet qui s'appelle le WEMA. Donc c'est un maïs pour l'Afrique qui serait intéressant en termes de réduction de l'utilisation de l'eau. Donc on sait que le maïs est gourmand en irrigation, mais le maïs industriel, hybride, cultivé dans certaines conditions. Dans certains pays d'Afrique, ils ont encore des maïs population, donc c'est des maïs qui s'autopollinisent, sans irrigation,
Mais par contre, on ne parle pas du maïs irrigué dans d'autres pays. On parle des maïs africains. Et ce qui est très intéressant, j'ai fait une petite recherche. Ce maïs a abouti à quelques cultivars, à quelques variétés qui sont commercialisées. Et il y a une petite compagnie semencière qui s'appelle la Dryland Seed Company, qui propose donc un maïs hybride, donc pas transgénique, hein, hybride seulement, tolérant à la sécheresse, soi-disant. Il le vend à 450 monnaies locales, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les deux. Et cette même entreprise vend des variétés de maïs population, elles aussi tolérantes à la sécheresse, à 175 monnaies locales. Donc on est sur un rapport 2,5 à peu près. Donc est-ce que la technicité de l'hybride va permettre de combler la perte économique de l'achat des semences? Eux, ils parient sur cet intérêt-là. Mais c'est ça qui est très intéressant. Autre chose, donc une différence au niveau du prix de la semence, qui est pas anodine, et aussi un investissement énorme sur ce projet WEMA. Jusqu'à présent, c'est 85 millions de dollars qui sont investis. C'est pas banal. Et la Bill et Melinda Gates a participé à hauteur des 2/3, si ce n'est plus. La Bill et Melinda Gates, elle, a encore donné 720 millions de dollars au CGIAR pour faire d'autres cultivars hybrides, etc. Donc il y a énormément d'argent qui est brassé là-dedans. Énormément d'argent. Okay. Et une petite anecdote, Wema en Swahili, qui est la langue parlée en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, ça veut dire bon, quelque chose de bon. Donc la capacité de la sémantique, il ne faut jamais l'oublier, est toujours présente. Voilà. Après, la question des rendements, parce qu'on nous parle de variétés, donc à un moment, il faut comparer des variétés. Et donc, en fait, on n'a pas accès aux résultats des essais en champ qui ont été menés en Afrique du Sud, qui ont été menés en Tanzanie et en Ouganda. Ils ont testé donc les variétés hybrides, les variétés open population, à pollinisation croisée, et les variétés transgéniques, mais impossible d'avoir accès aux résultats. Impossible. C'est pas publié. Et quand on demande aux responsables des essais en champ, on n'a pas le droit. Ils nous envoient sur des textes de propagande, à savoir des communiqués de presse très intéressants, mais qui ne sont pas des données scientifiques analysables. Et après, si on cherche un peu dans l'ensemble des textes, on a des choses qui sont complètement aberrantes. Alors, il y a certains textes qui parlent d'une augmentation de rendement de 17 à 37%. Allez. Après, un autre qui dit, bon, par contre, c'est de 8 à 14%. Bon, déjà, c'est un peu moins, mais c'est les mêmes acteurs hein, qui produisent des textes comme ça. Parce que de toute façon, comme on n'a pas de source, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et par contre, dans les documents grand public, dans les journaux, là, par contre, c'est de 20 à 35% de rendement en plus. Mais c'est quoi un rendement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un rendement en termes de calories, en termes de capacité nutritive, en termes de revenus agricoles ? On ne sait pas. C'est des chiffres qui sont balancés dans la nature sans être précisés, sans avoir de contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument toujours prendre en compte. Un rendement seul ne veut rien dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la capacité des gens à avoir une alimentation non seulement riche en calories, mais aussi avec des nutriments. Parce que si on vous donne du maïs qui n'apporte rien, si ce n'est de la fibre et du glucose, c'est pas ça qui va nourrir et épanouir les gens. Bon, faut que j'aille vite. Ouais, bah d'accord, ok. Bon, ok. Bon, ouais. Alors, bon. Non. Et oui, dans l'alliance pour la smart agriculture, il y a quand même une société qui s'appelle Yara. Yara, c'est la plus grande entreprise d'engrais azotés au niveau mondial. Or, j'ai expliqué que les engrais azotés industriels étaient une énorme source de production de gaz à effet de serre. Donc ces gens-là, ils vont pas être dans cet type d'alliance pour vendre moins d'engrais. Hein. Je comprendrais peut-être pas, mais peut-être que si, mais ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Après, il y a plein de gens du monde de l'azote. Voilà. Et en gros, bon, pour conclure rapidement, aucune technologie seule ne peut être intelligente face au climat. C'est pas une technologie qui va permettre, on pourra pas mettre un gène capable de résister à la fois à la sécheresse et à l'inondation, puisque en fait le changement climatique qui va arriver, ce sera pas un changement homogène, unilatéral, ça sera un chaos climatique. Et donc la résilience qu'il faut, le travail de sélection, Patrick nous en parlera, le travail de sélection paysan qui est intéressant, c'est la robustesse, c'est la résilience. C'est pas telle ou telle caractéristique. Ça sera pas possible de tout mettre dans un seul génome. Donc il faudra avoir de fait plusieurs cultivars, plusieurs variétés qui sont mélangées ensemble, etc. Donc c'est cette intelligence humaine
qui permettra d'arriver avec une agriculture résiliente, mais c'est pas une technique de plus qui sera dans la continuité paradigmatique de l'agriculture chimique qui pourra nous aider à sortir de ce chaos climatique qui s'annonce. Voilà, j'ai fait vite, hein, excusez-moi. Merci Christophe. On pourra repréciser avec toi. Je me permets juste de préciser sur cette fameuse alliance pour l'agriculture climato-intelligente qu'à ce jour, donc la France, aux côtés de 21 autres États, a décidé de rejoindre cette fameuse alliance. Le gouvernement avait précisé au départ que tant qu'il n'y aurait pas de définition claire sur ce qu'on entendait par agriculture climato-intelligente, ça faisait partie des lignes rouges qui feraient qu'ils n'entreraient pas dans cette alliance. Avec la COP21 qui approchait, ils ont décidé d'entrer. Quand on contacte le ministère de l'Agriculture à ce sujet, ils nous expliquent qu'ils espèrent avoir de l'influence depuis l'intérieur de cette alliance. Dans le même temps, quand on regarde actuellement donc les membres qui font partie de cette alliance, 60% de ces membres font partie du secteur des engrais. Autant vous dire que la bataille risque d'être rude. Et effectivement, à ce stade, aucun acteur et représentant de l'agroécologie, au sens où nous allons la développer maintenant, ne peut faire entendre sa voix dans cette alliance. Et une bataille est menée par une centaine d'organisations, notamment, qui ont initié un appel qui invite l'État à ne pas reconnaître cette agriculture climato-intelligente comme solution possible au changement climatique et qui invite plutôt à regarder ce qui se fait d'ores et déjà sur le terrain par des acteurs comme je vais en présenter maintenant. Donc Patrick de Cogeco, toi tu es membre du réseau Semences Paysannes, tu en es même le coordinateur. Tu fais partie des spécialistes des questions liées à la sélection des semences paysannes. Aujourd'hui, en quoi cette sélection des semences peut apparaître comme une solution au changement climatique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles sont les voies possibles? Quelles sont les marges de manœuvre? Pardon, oui. Merci. En fait, on m'avait posé la question aussi d'intervenir un peu sur l'aspect agriculture biologique par rapport aux réponses. Et en fait, je pense qu'on n'a pas laissé assez de temps à Cyrielle pour développer quels étaient les impacts de l'agriculture conventionnelle, puisque en fait, ça m'aurait permis rapidement d'évacuer cette question-là puisque en grosso modo, ça a été dit quand même plusieurs fois que ce qui impacte le plus aujourd'hui le climat au niveau agricole, dans les pratiques, en tout cas dans les pratiques agricoles, c'est les engrais, l'épandage d'engrais et la production et l'épandage d'engrais. Et ensuite, il y a tout un tas de discussions, savoir si c'est en deuxième, si c'est l'élevage ou pas l'élevage. Mais en tout cas, au niveau de l'agriculture biologique, il est évident qu'on a un impact beaucoup moins négatif. Je me permettrai pas de dire qu'on a un impact positif, parce qu'on produit quand même encore des gaz à effet de serre au niveau de l'agriculture biologique, je pense, dans le monde. Mais par contre, on en produit beaucoup moins, parce que justement, on n'épand pas d'engrais azotés minéraux, et que ça fait c'est là que se fait l'essentiel de la différence. Bon, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi le fait qu'on stocke plus de carbone dans le sol, le fait qu'on utilise, par l'utilisation notamment de certaines plantes comme les légumineuses, qui elles-mêmes fixent l'azote atmosphérique et enrichissent le sol dans cette même azote. Souvent, en agriculture biologique, on travaille aussi vers l'autonomie alimentaire des élevages. On travaille également sur la résilience des systèmes, justement face au changement climatique. Et je pense que si on pratiquait une agriculture biologique majoritairement en France, on aurait également un impact beaucoup moins négatif sur les agricultures du Sud, qui sont encombrés par nos excédents de l'agriculture conventionnelle largement subventionnée. Donc ça c'est un peu le préambule, mais ce que je voulais dire, c'est que l'agriculture biologique seule, ça suffit pas en fait. Il faut pas se limiter à des solutions techniques, parce que si on reste focalisé sur trouver des solutions techniques, on va finir par accepter ce genre de stupidité que sont la smart agriculture, d'avoir des OGM dans l'agriculture bio, donc de faire dériver l'agriculture bio vers l'agriculture industrielle, ce qui est déjà le cas. Il y a
déjà une dérive industrielle au niveau de l'agriculture bio. Et ça, par contre, c'est pas une réponse. C'est-à-dire que la différence, en tout cas de l'impact sur le climat, elle sera marginale, elle sera très très minime si on va dans cette voie-là vers une agriculture biologique industrielle. C'est-à-dire avec une agriculture centralisée, beaucoup de transport et des affaiblissements des cahiers des charges. Donc les cahiers des charges c'est bien, les labels bio c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et moi ce que je défends c'est plutôt l'agriculture biologique paysanne ou l'agroécologie paysanne. Le mot paysan il est important pour moi parce que c'est à mon avis le seul modèle agricole qui a une chance peut-être de refroidir le climat. L'agriculture biologique, si on en tient simplement au cahier des charges européen, elle permet de faire des élevages industriels de poules qui ont 3 cm² de plus et qui ont voilà un cahier des charges un peu allégé par rapport à l'agriculture conventionnelle, mais ça suffit pas. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire parce que aujourd'hui il faut vraiment défendre ce modèle de l'agriculture paysanne avec bien sûr éviter d'utiliser tous les produits chimiques qui sont en eux-mêmes porteurs de réchauffement et de dérèglement. Donc et en plus, je pense que on nous bassine en ce moment avec des nouvelles technologies qu'on essaye de ne pas faire passer comme des OGM parce que on en mangerait depuis pas mal d'années et elles auraient prouvé qu'elles n'avaient pas d'impact ni sur la santé ni sur l'environnement. Ce qui est parfaitement faux parce qu'on en mange très peu depuis très peu de temps, alors que par contre l'agriculture paysanne, elle a montré depuis longtemps qu'elle a de l'efficacité et de l'innocuité puisque c'est l'agriculture qui encore aujourd'hui probablement produit entre 70 et 80% de la nourriture dans le monde, elle est produite par de l'agriculture, de l'agroécologie paysanne, et ça sur probablement 25% des sols agricoles. Donc au niveau efficacité, je pense que il y a guère mieux. Et donc du coup j'en viens maintenant à l'aspect semence parce que c'est là-dessus que je travaille. Donc effectivement, moi je suis encore un peu paysan. Je suis salarié au réseau Semences Paysannes et les salariés au réseau Semences Paysannes sont assez sollicités, ce qui me laisse assez peu de temps pour aller dans les champs, mais j'essaye d'y aller encore un petit peu et donc j'ai encore un bout de ferme et je me suis intéressé assez rapidement au problème de la semence parce qu'il s'est trouvé quand je me suis installé en 95, ma première culture de soja bio donc s'est trouvée contaminée par des OGM, les fameux Roundup Ready dont parle Christophe, et ça c'était sur une culture de soja en 96, donc il y a pratiquement 20 ans. Donc ça m'a tout de suite et c'était ma première culture de soja. Donc là je me suis dit il y a un problème, il faut que je me penche sur la question et c'est ce qui m'a fait me rapprocher des acteurs du réseau Semences Paysannes et d'aujourd'hui finalement m'être fait absorber complètement par la problématique parce que finalement si on veut faire une agroécologie paysanne ou une agriculture biologique paysanne, le premier maillon, le premier échelon qui va conditionner et qui conditionne le reste du système, c'est la semence. Et donc je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi la semence elle conditionne ce système. C'est parce que le type de semences qu'on utilise, les semences, ce qu'on appelle des semences paysannes, sont des semences qui sont sélectionnées, reproduites par des paysans dans les conditions de leur champ de production et qui sont reproductibles, qui sont sans droit de propriété intellectuelle dessus, sans brevet, sans certificat d'obtention végétale, etc. Mais elles sont également ce qu'on appelle souvent des populations. Donc c'est pas la définition d'une population, c'est comme nous, on est des individus, on est tous différents. Alors on peut au sein de certaines populations déterminer des familles, ce qu'on appelle des variétés. Donc voilà, moi je connais bien le blé puisque je produis pas mal de céréales et je les transforme pour faire de la farine. Et donc dans mes variétés de blé que j'utilise, ce sont des variétés population, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun individu qui est pareil que son voisin. Aujourd'hui, si je vais à la coopérative ou chez le marchand de semences, les seules semences autorisées à la commercialisation, donc on trouve qu'un paysan peut trouver dans le commerce, ce ne sont pas des populations. Ce sont, en ce qui concerne le blé, ce qu'on appelle des lignées pures. En ce qui concerne le maïs, ce sont des hybrides F1. Alors les deux processus sont pas tout à fait processus sont pas tout à fait les mêmes, mais le résultat final il est pratiquement le même, c'est-à-dire qu'en fait on a des clones qui sont cultivés et tous les individus sont les mêmes. Ils descendent tous, en ce qui concerne le blé, soit d'un grain, soit d'un épi, dans les variétés qui sont vendues dans le commerce. Donc le fait d'avoir une diversité à l'intérieur de notre population
permet l'adaptation locale. Il est bien évident que c'est ça qui nous permet c'est ça qui a permis aux paysans, depuis des milliers d'années, d'arriver à faire face aux changements climatiques. Il y a déjà eu des changements climatiques qui étaient certainement beaucoup moins causés par des activités humaines, mais il y a déjà eu de nombreux changements climatiques depuis que l'agriculture existe, depuis 12 ou 13 000 ans. Et donc, c'est le travail des paysans, ça a été d'abord de trouver les plantes qu'ils allaient pouvoir ressemer d'une année sur l'autre. Et ces plantes-là, ils les ont sélectionnées, dans certains cas, ils les ont croisées parce qu'elles avaient des avantages. Deux familles de plantes avaient des avantages, on les croise et on voit ce que donne la suite et ensuite on sélectionne. Et c'est ce regard paysan, ces savoir-faire qui se sont enrichis, développés pendant des milliers d'années, qui ont permis d'avoir une immense diversité de plantes cultivées, ce que nous on appelle la biodiversité cultivée, qui était encore disponible probablement fin du 19e, début du 20e siècle. L'arrivée des engrais chimiques, l'arrivée de l'industrie, en gros de l'industrie de l'armement, du recyclage de l'industrie de l'armement, les engrais chimiques ils viennent des explosifs, la dynamite elle est faite, c'est les mêmes produits c'est de la nitrochimie, c'est les mêmes produits que les engrais azotés, et le recyclage à la fin des guerres de 14 et des guerres de 39 des industries de l'armement pour en faire de l'engrais a permis naturellement des profits monstrueux pour ces sociétés-là, et a permis de développer un type de semences où en fait on a changé complètement ce que faisaient les paysans pendant des milliers d'années, c'est-à-dire eux ils adaptaient les plantes à l'environnement grâce à cette diversité génétique qu'ils avaient. Tous les individus étant différents, certaines années, dans certains types de sols, il y en a qui vont pas très bien réussir, et donc on va récolter quand même ceux qui s'adaptent le mieux. L'année d'après, on va ressemer ça, et c'est la même manière va s'adapter au changement climatique et au changement et au type de sol. Donc à la fois toutes ces variabilités climatiques de sol et les échanges entre paysans ont permis d'obtenir cette diversité et d'avoir une espèce de sécurité alimentaire liée à cette existence de diversité génétique. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, et ce qu'on nous propose depuis plus de 50 ou 60 ans en France, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on adapte l'environnement à la plante. On sélectionne des plantes qui sont toutes les mêmes, des clones, dans des stations d'expérimentation, dans des stations de l'industrie semencière, et ces plantes qui donnent donc des très très bons résultats dans ces stations-là, sous réserve qu'on leur apporte à manger, qu'on leur apporte énormément d'engrais et qu'on les protège parce que naturellement elles sont affaiblies immunitairement, intrinsèquement, du fait qu'elles ne sont plus diverses et qu'elles ne s'adaptent plus à l'environnement, elles sont affaiblies. Donc il faut le kit chimique à côté, il faut les fongicides, parce qu'elles ont des maladies fongiques, des champignons, etc. Et bien, le fait de changer ça, et qu'on prend ces plantes-là et ensuite on veut les cultiver partout avec les mêmes résultats, et ben il faut fournir les engrais et il faut fournir le kit chimique. Donc voilà un peu je voulais expliquer, c'est surtout ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une semence paysanne? C'est pas seulement une semence qui est reproduite par les paysans. Effectivement, c'est important que les paysans aient la possibilité de reproduire leurs semences, ce qui n'est plus le cas avec les OGM, ce qui n'est plus le cas avec les manipulations génétiques, ce qui n'est plus le cas avec les hybrides F1, déjà, c'était déjà plus le cas avec les hybrides F1. Donc il est important de retrouver ces semences-là, et c'est pas facile. Au niveau réglementaire, on a des freins réglementaires, les semences paysannes ne sont pas reconnues, elles ne peuvent pas se vendre dans le commerce. Donc il y a le travail du réseau semences paysannes qui existe depuis une douzaine d'années a permis d'identifier les vides juridiques, a permis de voir dans avec quel processus on pouvait travailler. On travaille avec des programmes d'expérimentation, donc on arrive à échanger quand même, et on a encore des centres de ressources génétiques publiques, on arrive à accéder à ces semences qui ont été mises dans les banques de gènes, dans les banques de semences depuis que l'industrie a obligé à vendre uniquement des semences homogènes et stables. Et donc on a développé à la fois au réseau semences paysannes, on travaille sur les deux axes, c'est-à-dire d'un côté l'échange de savoir-faire, puisque depuis que les paysans ont pris l'habitude d'aller à la coopérative et l'industrie chez le marchand de semences pour acheter leurs semences, ils ont oublié les savoir-faire et ils les ont perdus. Donc il y a quelques-uns qui en ont encore et on essaye de les cultiver, de les faire ressurgir. Il faut en développer de nouveaux puisqu'on est plus non plus sur tout à fait les mêmes conditions. Et donc il est absolument indispensable d'échanger. Et on s'aperçoit que là, dans ces conditions-là, eh bien, on a énormément à apprendre des pays du Sud qui ont conservé leur biodiversité et qui ont conservé leur savoir-faire. Donc voilà, nous on travaille un peu là-dessus, on travaille aussi sur les aspects juridiques, politiques, plaidoyer, pour essayer de reconnaître les droits des paysans, de continuer à faire ce travail-là, à échanger et à adapter leurs semences. Voilà. Après, je pense que de manière générale, quand on voit
disons les termes qui sont employés, c'est vrai que les mots sont importants. La climato-intelligente, mais n'importe quoi. On a eu l'agriculture raisonnée avant, c'est-à-dire que les gens c'était des abrutis avant. Avant ils raisonnaient pas, ils faisaient n'importe quoi. Maintenant après l'agriculture raisonnée qui était produite par le lobby chimique, ils sont mis à raisonner et maintenant ils deviennent intelligents avec les biotechnologies. C'est quand même hallucinant le truc. Donc on a aussi changé les noms. Au lieu de semences paysannes, on parle de ressources génétiques. Ressources pour qui? Pour l'industrie, bien sûr. On parle de ressources naturelles aussi. Donc on a capitalisé le monde, on a devenu des gestionnaires d'un capital, on a une vision capitaliste des choses, et je pense qu'il est grand temps d'arrêter d'avoir une vision utilitaire de la nature et de passer peut-être à retrouver une vision un peu plus contemplative. Merci beaucoup Patrick. Tu le disais, on a énormément à apprendre des paysannes et paysans du Sud, et on est très heureux d'accueillir Nénécie. On l'est d'autant plus qu'avec les événements de ce week-end, les voix des pays du Sud, les voix de ces paysannes, paysans qui sont en dehors de l'espace Schengen vont avoir énormément de mal à se faire entendre pendant la COP 21. Alors même qu'ils sont, par leur pratique, ils apportent leurs solutions. Donc on espère vraiment que votre voix ce soir saura être entendue. Donc quelques mots pour vous présenter. Donc vous venez du Sénégal. Vous avez démarré votre ferme il y a 2 ans maintenant. Votre exploitation familiale est située dans la région de Tambacounda. Région semi-aride, donc au Sénégal, je le disais, région très exposée au dérèglement du climat, à la sécheresse notamment, et puis à l'irrégularité des pluies. Vous avez donc décidé d'appliquer des principes agroécologiques sur vos terres, alors même que jusque-là, elles étaient cultivées de façon conventionnelle. Et donc vous faites partie, vous avez rejoint un programme donc qui est porté par Action Aid Sénégal, qui s'appelle le renforcement du pouvoir économique et politique des femmes par l'agroécologie. Je vous laisse le présenter et présenter tout ce que vous faites chez vous. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler seulement du vécu que j'ai eu avec les 2 agricultures. L'agriculture conventionnelle non durable et l'agriculture durable, résiliente, variée au Sénégal. Auparavant, avant de collaborer avec Action Aid, je pratiquais l'agriculture conventionnelle non durable. Là, ce sont des semences importées, des semences hybrides importées qu'on nous proposait. Et il y avait 2 formes d'acquisition de ces semences-là. La première forme, le gouvernement qui subventionne les semences. La deuxième forme, ce sont les industriels commerciaux qui nous proposent ces semences très, très, très chères, nous proposant des prix très chers, mais avec un cultivateur qui est resté pendant toute la saison sèche sans rien faire. Donc, on est obligé d'accepter et de prendre ces produits, c'est-à-dire des entrants conventionnels. Donc, ces entrants sont les semences hybrides qui coûtent extrêmement cher parce que le kilo nous revenant à 4 000 francs et des semences qui sont complètement colorées, qui sont traitées à leur niveau par des produits chimiques. Et ils nous vendent ça à 4 000 francs le kilo. Bon, je ne sais pas comment vous faites les variations entre le CFA et donc 4 000 francs le kilo, qui revient presque à 7 € le kilo, je pense. Voilà. Et cela, ils nous proposent ça à crédit à la fin de la récolte. Vous allez payer. Et cette semence-là aussi, qui est complètement rouge, qui perd sa couleur du maïs jaune, qui devient complètement rouge, que nous utilisons dans les champs, même pendant la semence, vous sentez que ça sent du chimique, ça sent des produits vraiment qui sont néfastes pour la santé. Et ils nous proposent aussi des engrais. De l'autre côté, l'État qui propose la subvention, qui subventionne l'engrais pour les paysans. D'un côté aussi, les commerciaux et industriels nous proposent de l'engrais extrêmement cher, mais avec crédit. J'ai pratiqué ça. Donc, avec ça, de l'engrais, de l'urée, de l'herbicide,
j'ai remarqué que mes sols étaient complètement mortes et que ça ne produisait plus. L'érosion des sols s'installait totalement dans mes champs. Donc, je cultivais, pour votre information, j'exploite 6 à 7 hectares dans ma localité à Tambacounda. Donc, c'est en ce moment que j'ai compris qu'il y a un impact. Donc, sur la santé aussi, j'ai remarqué qu'il y a un impact. Parce que même le fait de mettre de l'engrais sur la terre, le fait de le sentir, ça posait problème. Et même sur les sachets de semences, on y mettait, se laver les mains après utilisation. Donc, c'était pas naturel. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est en ce moment, j'ai compris que l'impact là, ça nous crée aussi un appauvrissement. Si les sols sont complètement érosés, donc il y a un problème majeur, donc l'agriculture ne va plus être développée. Donc, et puis, le rendement n'était pas comme escompté. Ils nous proposaient des rendements, alors qu'au terminus, le rendement n'était pas au rendez-vous. Donc ça, c'est un vécu que j'ai eu à pratiquer. Mais quand j'ai connu Action Aid à travers notre partenariat de leadership femmes, conseil consultatif des femmes leaders à Tamba, avec Action Aid à travers le projet AFD, ils nous ont orientés. Action Aid nous a déjà orientés vers l'agriculture durable, résiliente. Donc, et cette agriculture durable nous a permis quand même de savoir que nous pouvons non seulement produire notre semence, mais il y a des banques céréalières qui nous permettaient aussi de nous approvisionner à 10 fois moins cher le kilo. Donc, et d'une conserve qui n'avait pas de produits chimiques. Parce qu'avec leur façon de conserver ça, c'était avec des arbres, les feuilles des arbres sèches, des feuilles sèches d'arbres qu'on utilisait, qu'on mettait dans des fûts en bas et en haut, et on fermait hermétiquement. Ça conserve longtemps les semences sans produits chimiques. Et avec ça, vraiment, c'était moins cher. Et ils nous ont formés aussi dans le cadre d'engrais avec le compostage. Nous avons produit d'engrais compostage avec le ramassage des ordures de notre mairie, de la commune de Tamba. Ça nous a favorisé quand même de faire le compostage. Et aussi, ils nous ont conseillé d'utiliser les bûches de vache. Donc en ce moment, je suis allée voir les éleveurs. Je leur ai dit, mais aidez-moi, monsieur, je vous prête mes champs pendant la saison sèche. Et ensuite, quand la saison des pluies va venir, vous allez me libérer les champs, je vais pratiquer l'agriculture. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Et c'est en ce moment que j'ai compris, quand j'ai pratiqué la première année, le rendement était meilleur. C'était le fumier, donc avec les bûches de vache, c'était le fumier, le compostage. Et j'ai senti que aussi ma santé, par rapport aux autres années, je toussais beaucoup pendant la saison des pluies, pendant la saison agricole. Avec les produits chimiques qu'on utilisait avec mon équipe, nous avions des problèmes. Donc j'ai compris que la santé était menacée, la santé de la communauté aussi était menacée et c'était dur de vivre cela. Donc avec ça, nous avons commencé une agriculture durable. Et au rendement après la saison des pluies, nous avons eu un rendement favorable, un rendement vraiment meilleur que celui que nous pratiquions auparavant. Alors, j'ai dit automatiquement, je suis retournée voir Action Aid. Je leur ai dit que ce que vous me proposez, c'est pas du mensonge, c'est pas du faux, c'est quelque chose vraiment qui est bien pour la santé, non seulement de ma population, mais qui est bien pour la santé de ma communauté, qui est bien pour la santé de mes enfants, de ma famille. Donc, moi, je suis partante pour l'agriculture durable dans ma communauté. Et depuis lors, je ne pratiquerai plus jamais l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est signé. Et parce que je veux sauvegarder ne serait-ce que la santé des miens aussi. Et aussi avec l'agriculture conventionnelle, ils vous proposent des prix dérisoires. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que vous cultivez ces commerciaux-là, ces industriels, ils nous proposent 110 francs le kilo après la récolte. Vous vous rendez compte? Avec Action Aid, ils nous aident à avoir des partenaires qui nous proposent au minimum 170 francs le kilo. Donc, il y a une différence nette qui s'est
pointés. Donc c'est ça que j'avais vécu avec l'agriculture durable et avec l'agriculture conventionnelle. Mais ce que j'attends de la COP21, mes attentes de la COP21, c'est des résolutions fortes. Nous voulons des résolutions fortes, respectées, qui seront appliquées. Et j'attends aussi de nos États aussi qu'ils accompagnent les populations dans l'agriculture durable, qu'ils arrêtent de conventionner ces produits chimiques qui détruisent leur communauté, qui détruisent leur population. C'est pas bon. Et en même temps aussi, qui créent des changements climatiques dans nos zones. C'est nous qui subissons les changements climatiques. Honnêtement, nous subissons. Parce que quand il y a sécheresse, les récoltes ne sont pas au rendez-vous. Quand il y a inondation, nous avons un village qui est complètement détruit par les inondations. Un village du nom de Badi. Donc, c'est l'appauvrissement total des populations. Comme aussi, l'agriculture conventionnelle crée l'appauvrissement total aussi des populations. Parce que si la santé est menacée, la personne ne peut pas aspirer à des richesses. Tu aspires à te soigner d'abord. Et cela, c'est un impact vraiment dur pour nos populations. Donc, j'invite nos gouvernants, nos présidents à nous aider. Nous voulons vraiment pratiquer l'agriculture durable. Nous voulons vraiment faire consommer nos populations quelque chose qui est sain. Parce que consommer des produits de l'agriculture durable, c'est manger sain. Et c'est la bonne santé pour la population. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Néné. Je vous propose de faire circuler le micro. On a à peu près une demi-heure devant nous et je propose qu'on prenne trois réactions, par exemple. Ça peut être des questions, des commentaires. Voilà. Et puis ça reviendra par là-bas. Ah pardon, excuse-moi. Bonsoir, Juliette Leroux, je suis administratrice d'InfoGM et jusqu'à hier j'étais aussi salariée de la FNAB, qui est donc la Fédération des producteurs bio. Donc j'ai une remarque à Patrick et une question à Cyrielle. T'as raison Patrick, le règlement bio il n'est pas satisfaisant et il permet des systèmes qui sont pas des systèmes qui vont favoriser le climat ni même globalement l'environnement, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Mais c'est inhérent au fait que c'est un règlement européen. C'est très difficile, de rentrer l'agroécologie telle qu'on l'entend dans un règlement européen. Mais le fait qu'on ait la bio dans un règlement européen et donc qui interdit les OGM, les pesticides chimiques et les engrais chimiques, et aussi qui limite l'utilisation des traitements vétérinaires chimiques, même si c'est pas tout à fait le même sujet, et que ça soit un texte qui soit reconnu institutionnellement, c'est le coin dans la porte. Depuis le début, en particulier sur les OGM, c'est ce qui nous a permis depuis le début de légitimer les débats sur la coexistence entre agriculture avec OGM et sans OGM, les questions sur la coexistence aussi sur l'utilisation des pesticides. Donc au final, il est utile ce règlement. Il n'est pas satisfaisant, mais il est utile. Enfin voilà, je sais que tu le penses aussi, mais je voulais le dire globalement. C'est un peu notre pied dans la porte, manière vendeur au porte-à-porte. Et à Cyrielle, j'avais une question. Donc en fait, là, on a vu la stratégie des promoteurs des OGM et des vendeurs d'engrais pour que la solution agricole au changement climatique, ça soit une solution technique et notamment les OGM. Mais il y a aussi une autre stratégie que j'ai cru comprendre là plus d'un lobby agricole, qui est de dire il n'y a pas de question en fait sur le changement climatique et l'agriculture, et qui vise notamment à fusionner dans les calculs les émissions de l'agriculture et ceux de la forêt, ce qui reviendrait en fait à ne pas poser la question du changement climatique vis-à-vis de l'agriculture. Toi, c'est quoi ton pronostic et ton sentiment sur le poids de ces deux stratégies et de la façon dont elles risquent de jouer dans les débats à la COP21? Je propose qu'on prenne d'autres réactions et puis et parce que j'ai vu d'autres mains se lever en même temps. Bonsoir. J'avais une question peut-être
pour toi, oui, Monsieur Noisette, je ne sais plus quel est ton prénom. Christophe, c'est ça. C'était sur le discours un peu c'est le nouveau un peu de discours autour des OGM et climat, etc. Parce que tu as un peu évoqué tout à l'heure les nouvelles promesses, mais de ce que tu avais l'air de dire, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Mais la question c'était plutôt, est-ce que ça c'est une analyse que vous faites, société civile, et que vous essayez de diffuser un peu comme un contre-message, non ce n'est pas nouveau et en gros les résultats seront les mêmes, à savoir des résultats insatisfaisants, ou est-ce que tu as l'impression qu'il faut aussi de notre côté tenir compte quand même de certaines nouveautés, certains phénomènes qui quand même n'étaient pas là il y a une dizaine d'années, des nouveaux OGM, enfin je m'y connais pas assez, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine nouveauté qu'il faut aussi nous contrecarrer et dont il faut quand même tenir compte, ou finalement c'est que de la rhétorique et il n'y a rien de nouveau du tout? J'ai un peu du mal à... Je sais pas si c'est très clair, mais... Bonsoir. Voilà, je me présente, moi c'est Amadi Gangue, et je suis l'accompagnant de Madame Nénessi. En même temps, je suis le chef du projet renforcement du pouvoir politique et économique des femmes qui est basé dans les régions de Tambacounda et de Kédougou au niveau du Sénégal, et qui encadre aussi le travail que fait Madame Nénessi. Je ne vais pas poser de questions, peut-être que je vais un peu contribuer en parlant un peu des expériences et aussi de ce qu'on a vécu, ce qu'on a constaté au niveau du Sénégal. Parce que personnellement, moi je me rappelle, avant on n'avait pas ce problème, parce que on faisait ce qu'on appelle une agriculture de type traditionnel, en utilisant ce qu'on appelait la fumure organique, et aussi les bousses de vache, ainsi de suite, l'humus. Et je me rappelle, même étant enfant, dans une école primaire au niveau de mon village, avec le jardin scolaire, même c'est ça qu'on utilisait et c'était bien, les rendements étaient bons, mais en même temps aussi les produits issus de ce jardin étaient extraordinaires. Les carottes étaient vraiment sucrées. C'était bien, vraiment. Mais actuellement, on se rend compte que c'est le contraire. Les carottes, ainsi de suite, les autres produits qu'on achète dans le marché n'ont aucun goût, aucune saveur. Et aussi, parlant toujours de l'expérience du Sénégal, peut-être que parler de mon expérience personnelle aussi, avant même que je n'intègre Actionnet, j'étais dans une autre ONG qui s'appelait World Vision. Et là, le projet dans lequel j'étais, on encadrait 4 périmètres maraîchers. On avait ce qu'on appelle des comités de développement économique, où il y avait des exploitants et il y avait 4 périmètres maraîchers. Malheureusement, tous ces 4 périmètres maraîchers pratiquaient ce qu'on appelle de de l'agriculture conventionnelle, avec l'utilisation de pesticides, d'engrais, ainsi de suite. Bon, quand on est venu, bon, on s'est rendu compte, je me suis battu pour qu'on intègre l'aspect agroécologie, l'aspect bio. Et comment j'ai fait? J'ai contractualisé avec un cabinet qu'on appelle le cabinet Bio-Européen, qui est basé au Sénégal, à Vélingara, à 2 km de Vélingara, dans un village écologique qui s'appelle Djimini. C'est à 2 km de Vélingara. Vélingara est dans la région de Kolda, au Sénégal. Et là, le cabinet Bio-Européen j'ai contracté pour encadrer les 2 périmètres maraîchers, les 4, mais les 2 périmètres avaient refusé. Parce qu'aussi, il y a une particularité au niveau du Sénégal. Les paysans n'acceptent pas tant qu'ils ne voient pas les résultats. On a aussi ce problème. Tu as beau faire une sensibilisation, tu as beau leur dire, mais ils ne vont jamais accepter tant qu'ils ne voient pas. Donc c'est comme ça. Mais heureusement, les 2 périmètres parmi les 4 ont accepté, et le cabinet Bio-Européen les a accompagnés pendant une campagne. Mais il s'est trouvé que les rendements pratiquement ont quadruplé. Déjà, ils ont bénéficié d'une formation sur le compostage qui a été fait même au niveau des champs. Et aussi, le cabinet les a accompagnés depuis
et la mise en place des semis jusqu'à la production. Donc, mais les rendements étaient super élevés. Et l'année après, la campagne suivante, les 2 autres fermiers ont dit qu'eux aussi, ils vont faire la même chose. Donc, vous voyez ce que je vous disais par rapport à vraiment au fait qu'il faut qu'ils voient d'abord pour qu'ils puissent croire à ça. Mais moi, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue et j'ai vu que il y avait, comme disent les autres, il n'y a pas photo. Vraiment, les rendements sont extraordinaires et aussi l'alimentation est très saine. Même on a fait un constat aussi au niveau même de la malnutrition des enfants, il y a eu une amélioration par rapport à ça. Et aussi au niveau du Sénégal, il y a certaines organisations quand même qui luttent, qui font la promotion de l'agroécologie, à l'instar d'Action Aid à travers le projet AFD, qui est financé par l'Agence française de développement, mais aussi il y a aussi l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, que peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent. Et oui, parce que moi je me rappelle la foire de 2014, j'ai rencontré là-bas des boulangers de France et aussi l'association VD et ainsi de suite. Et vous voyez ce qui se passe là-bas. Certains peut-être d'entre vous étaient là-bas, donc ils savent ce qui se passe là-bas. Donc, et aussi au niveau d'Action. Mais malheureusement, nous avons un autre problème qui est le plus important, parce que aussi, que ce soit les associations, que ce soit les ONG, ont souvent ont des moyens limités. Mais aussi, elles ont ce qu'on appelle des zones d'intervention bien précises. Et donc, elles ne peuvent que contribuer. Voilà. Donc, il y a des choses vraiment qui relèvent du pouvoir régalien de l'État, mais aussi de la volonté politique de l'État. Parce que pendant que nous autres associations, nous militons pour la promotion de l'agroécologie, malheureusement, l'État subventionne les engrais, subventionne donc les semences hybrides. Donc, vous voyez ce que ça fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais prendre encore, parce que j'avais vu une main devant se lever, et puis aussi madame devant, et puis je propose que ça revienne ici après. Une question peut-être pour Patrick de Cocheco. Est-ce que vous pourriez nous dire où en est l'état de l'avancement sur la réflexion sur les droits de propriété intellectuelle? Il me semble que c'est... Non, oui, il me semble que c'est le nerf de la guerre. Oui, devant de telles évidences que nous a donné votre invitée sénégalaise, je me demande quand même que font les scientifiques ou les politiques devant les scientifiques et vice-versa. Je veux dire, il doit y avoir des rapports quand même sur une évidence, comme vous le dites, tel régime va mieux qu'un autre. Et là, je viens d'entendre qu'il y a des subventions qui vont aux autres. Donc, oui, quel est le poids des scientifiques, quel est le poids des ONG et quel est le poids des citoyens en général? Merci beaucoup. Je propose que Cyrielle, est-ce qu'on peut récupérer le deuxième micro? Ce sera plus simple. Ouais, merci. Cyrielle, que tu reviennes donc sur cette fameuse question, la première, donc on fait face aujourd'hui à différentes stratégies. Donc la promotion des OGM, des engrais d'un côté, présentés comme des solutions techniques, et puis en même temps une fusion des calculs, effectivement, quand on dit que 23% des émissions sont liées au secteur agricole, en fait, on parle à la fois de l'agriculture et des forêts. Quelle est ton analyse? Alors, c'est un sujet qui est très complexe, que je maîtrise pas complètement, loin de là, parce que il pose beaucoup de questions, notamment techniques et de calcul.
Donc je le dis pas que pour dire parce que je connais pas assez le sujet, mais aussi pour dire que c'est un problème en tant que tel qui fait que en fait il y a peu d'ONG qui s'attaquent à ce sujet-là et qui rentrent dedans. Et aussi parce que du coup ça fait de nombreux débats, notamment au niveau de Bruxelles, et que ça se bataille dur entre les ONG, si j'ai bien suivi. Et donc il y a des acteurs qui veulent effectivement qu'on comptabilise à la fois les émissions liées, donc vraiment les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités, en l'occurrence agricoles et forestières. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que les sols agricoles ou les surfaces forestières peuvent séquestrer du carbone dans les sols et dans la partie aérienne des plantes. Et il y en a qui souhaiteraient mettre ces deux postes dans le même paquet, de telle façon à ce que, par exemple, la France y gagne, parce que aujourd'hui il y a une extension des surfaces forestières en France. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'urbanisation, mais d'un autre côté on a aussi de la déprise agricole et donc on gagne au niveau forêt, donc du coup on gagne au niveau séquestration du carbone et du coup si on fait ces calculs-là et qu'on met tout dans le même paquet, on y gagne. Le gros problème que ça pose, c'est que ça dédouanerait ce nouveau paquet de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le problème principal qui est identifié. Voilà, je vais peut-être pas développer plus. Je voulais juste dire un mot sur la science, sur la recherche scientifique, parce que effectivement, c'est un truc qu'on dit aussi. Voilà, malheureusement, il y a les sciences, les recherches vont pas assez là où on voudrait. Il y a beaucoup plus de... je vais prendre juste un exemple qui paraît très anecdotique, mais qui illustre, je pense, pas mal le reste. C'est sur les légumes secs et les protéines. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment sur les protéines végétales. Et en fait, je pense que 99% des recherches de l'INRA vont sur comment fabriquer un steak végétal à partir de soja français ou ce genre de choses. C'est-à-dire comment faire des choses transformées, complexes, qui peuvent être en partie à base de produits importés, alors que on a des légumes secs en France qui poussent très bien en fait, qui n'ont pas besoin d'engrais azotés, mais qui ne bénéficient de vraiment de quasi de zéro programme de recherche. Et je pense qu'on retrouve ça un petit peu partout. Merci Cyrielle. Peut-être Christophe, une question donc sur les nouvelles promesses des OGM. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères qu'on fait face à une rhétorique différente? Est-ce que l'argumentaire à déployer du côté des ONG aussi et d'InfoGM doit évoluer? Alors, non, la rhétorique est, à mon avis, strictement la même et depuis très longtemps. Je veux dire, c'est avant même les OGM. Je dis souvent que les OGM, c'est la cerise sur le gâteau de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire que la promesse de rendement supérieur à l'aide de béquilles technologiques, elle est vieille depuis les années 50, 60, avec notamment le plan Marshall, qui a permis d'introduire les premiers hybrides F1 en France. Faut quand même rappeler ça, avec la révolution verte en Inde et en Chine. Donc là, il y avait. Après, on pourrait prendre chaque période et les torturer un petit peu pour montrer que c'est pas complètement égal. Mais la sémantique, la rhétorique était la même. Les OGM transgéniques sont arrivés avec la première promesse, c'était la fin dans le monde. Avec ça, on va augmenter les rendements et ça y est, c'est bon. La fin dans le monde va être éradiquée. 20 ans plus tard, on n'est pas encore vraiment sur cette abolition de la fin dans le monde. Avec les OGM, les nouveaux OGM, donc c'est la cisgénèse, la mutagénèse dirigée, c'est les CRISPR-Cas9, c'est les TALEN, c'est des mots qui sont un peu barbares. Il y a une douzaine de nouvelles biotechnologies. Ils nous vendent encore des plantes enrichies. Ils nous vendent des meilleurs rendements. Et entre biotechnologies même, ils sont dans le même raisonnement. Maintenant, ils dévalorisent les plantes transgéniques pour mieux vendre les nouvelles plantes. C'est ça qui est très intéressant. Ils reconnaissent que les plantes transgéniques, on n'était pas précis et qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, mais que maintenant, on sait le faire. Et dans 20 ans, il va y avoir une nouvelle technique. On nous dira, les CRISPR-Cas9, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, mais maintenant, on sait faire. Donc, cette notion de on est de plus en plus précis, c'est un peu vrai qu'ils sont plus précis. Il y a des choses qui ont quand même évolué techniquement,
mais on nous vend toujours plus de précision et toujours plus de promesses. Mais ce sont les mêmes promesses. Le climat est arrivé parce que le climat est devenu un problème majeur avec des rencontres internationales. Et derrière, il y avait la finance carbone. Voilà, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de rentrer dedans, mais la finance carbone est un enjeu énorme pour l'industrie. C'est-à-dire que si on peut récupérer des quotas à polluer en cultivant des OGM, on a double bénéfice. Et donc la promesse du climat est arrivée avec cette finance-là. Et il y a un OGM qui n'est pas cultivé, mais qui a été éligible au mécanisme de développement propre. C'est la technologie NUE, N-U-E, qui est en fait des plantes avec une meilleure efficacité à gérer l'azote des engrais. Donc on retrouve encore cette logique des engrais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Merci. Patrick. Pardon, une question donc très large, donc je ne sais pas comment tu peux, mais donc c'était cette fameuse question où en est-on sur la réflexion des droits de propriété industriels, pardon, intellectuels. Ouais, c'est à peu près pareil. Hein. C'est l'industrie qui pose des droits de propriété intellectuelle. Ah donc. oui, c'est ça, oui, pardon, industriel. Bon, on joue sur les mots, hein, donc. Sur les semences, traditionnellement en France, il existait un type de droit de propriété intellectuelle. Moi, je dis intellectuel. C'est le certificat d'obtention végétale. Donc, qui permettait quand même, qui était un peu moins strict que le brevet, dans le sens qui permettait à d'autres obtenteurs, voire à des paysans, de refaire de la sélection à partir de ces plantes et de pouvoir développer d'autres variétés à partir de ces variétés qui sont déjà inscrites. Depuis plusieurs années, sont développés les brevets. Alors effectivement on rentre dans un champ qui est assez compliqué, mais qui est extrêmement d'actualité, puisque avec les nouvelles technologies qu'a juste abordé Christophe, qui sont ce qu'on appelle les nouvelles technologies de modification du génome, ce sont la plupart, ce sont des technologies qui sont invisibles, ou en tout cas on nous les présente comme telles, et donc ce qui veut dire que la modification dans la plante finale est indétectable, ce qui n'est pas le cas des OGM existants, c'est-à-dire les OGM de résistance aux herbicides, les OGM de producteurs d'insecticides qui sont basés sur ce qu'on appelle la transgénèse, donc dans lequel on a fait rentrer un gène d'une autre espèce ou d'un autre règne dans la plante. Le plus connu, c'est le Mont 810 qui est cultivé en Espagne, le maïs Mont 810, dans lequel on a fait rentrer des gènes de bactéries du sol qui permettent de produire une protéine insecticide. Donc ça, les OGM sont des plantes brevetées, et aujourd'hui, l'industrie est en train de faire une pression énorme à tout niveau, au niveau français, au niveau des parlementaires français, au niveau des gouvernements, au niveau européen, etc., pour que toute cette technologie échappe à toute la législation OGM, alors que ce sont par définition des OGM. Et pourquoi ? Eh bien, c'est justement l'enjeu, il est lié à ce droit de propriété intellectuelle. Et je vais juste donner un exemple, parce qu'on pourrait y passer la nuit sur le sujet, mais je voudrais juste donner un exemple qu'on donne assez souvent au réseau pour faire comprendre les dangers actuels de cette dérive qui vise à breveter l'intégralité du vivant. C'est ce qu'on appelle les brevets sur les traits natifs, c'est-à-dire il y a un exemple bien connu d'une société française qui s'appelle Gauthier, qui est une société de semences qui vend des semences, donc des semences hybrides et fins, des semences industrielles, mais d'une petite industrie, on va dire, par rapport aux monstres Monsanto et compagnie. Et eux, ils ont dans leur catalogue des variétés de salades qui sont résistantes aux pucerons, naturellement. Ils ont développé plusieurs variétés qui donc ont ces qualités naturelles de résistance aux pucerons. Il y a une boîte hollandaise qui s'est intéressée à cette résistance aux pucerons et qui a des moyens largement supérieurs à Gauthier, et qui a notamment des moyens en génomique, et ils ont réussi à identifier dans le génome quelle était la partie du génome qui était responsable de ce trait particulier, de ce caractère de résistance aux pucerons. Ils ont donc identifié ça, ils ont posé un brevet, puisque à partir du moment où on arrive à associer un gène ou une séquence génétique avec un caractère, à ce moment-là, on a le droit de déposer un brevet. C'est considéré comme une invention, et du coup, le Gauthier est obligé aujourd'hui de payer des royalties à cette société hollandaise sur chaque graine de salade qui est vendue et qui intègre cette résistance aux pucerons qu'elle avait naturellement.
Alors vous comprenez bien que nous, on est en train de vraiment de flipper sérieusement au niveau des paysans, parce que aujourd'hui, les variétés qui sont dans nos champs, il suffit pour des industriels de connaître, de venir enquêter chez les uns et les autres, qu'est-ce qu'elle a comme ta variété de blé, qu'est-ce qu'elle a, elle est intéressante, elle donne un goût comme ci au pain, ou elle donne une couleur comme ci, comme ça. À partir de ce moment-là, ils font des recherches maintenant, ils ont des outils extrêmement performants pour arriver à séquencer et arriver à identifier la partie qui est responsable de ce caractère, poser un brevet dessus et après nous demander à nous d'aller payer des royalties sur des variétés qu'on cultive naturellement et qui ont naturellement ces gènes dans leur plante. Donc ça, c'est aujourd'hui le risque majeur auquel on fait face et sur lequel il est assez difficile de communiquer et de mobiliser, mais c'est vraiment dans les mois qui viennent, c'est vraiment les choses qu'il faut qu'on arrive à faire, parce que il faut vraiment que l'ensemble des citoyens s'approprient ce débat pour arriver à refuser ce brevetage généralisé sur le vivant, quoi. Alors il y avait une question justement sur quel est le poids des ONG, etc., notamment par rapport aux négociations qui s'amorcent. Est-ce que tu as des dates particulières à annoncer, que ce soit de mobilisation, des échéances clés peut-être? Non, pas particulièrement, puisque la COP 21, elle a phagocyté un peu tout ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année. Donc, les espaces pour les alternatives sont quand même assez limités. Nous, on est un réseau de paysans, donc on est avant tout dans les champs et on n'a pas forcément toujours la disponibilité pour répondre à l'agenda aujourd'hui, l'agenda des pouvoirs publics et des institutions, voire des industriels. Et donc on n'a pas forcément, on sera présent. Hein, il y a des partenaires du réseau qui seront présents. La Confédération paysanne est présente. Elle organise plusieurs choses, des conférences sur l'intérêt de l'agriculture paysanne. Il y a tout un tas de choses qui se font particulièrement. Mais la mobilisation sur les droits de propriété intellectuelle, sur les choses qui sont les nouvelles technologies de modification du génome et tout ce qu'ils veulent nous faire gober là, qui vont essayer de nous faire gober dans le premier semestre 2016. Il va falloir qu'on mobilise largement là-dessus et qu'on communique largement là-dessus à partir du tout début janvier, quoi. Mais j'ai pas de choses particulièrement fracassantes à annoncer ce soir. Alors j'ai la même question pour Néné justement. Merci. Bon, moi, je me dis que le poids des scientifiques ligués avec les États, ma vision des choses, c'est un poids qui est très, très, très dur quand même à supporter, c'est un poids fort. Mais j'essaie une autre chose aussi, que les ONG, avec les populations, donc avec la volonté populaire, donc ça demande une forte sensibilisation des populations pour leur faire connaître ce qu'ils vivent avec cette agriculture conventionnelle. Donc, à la longue, je sais que les ONG vont gagner avec les populations, c'est-à-dire une lutte populaire qui permettra de renverser la tendance de cette agriculture conventionnelle qui va quand même disparaître de nos populations, de notre peuple, de nos terres aussi. Merci. Je voudrais juste préciser par rapport aussi au pouvoir scientifique ou politique, etc., en rappelant encore une fois le poids de certaines fondations, et notamment des fondations nord-américaines. Donc j'ai cité la Bill et Melinda Gates, il y en a d'autres, il y a la Rockefeller Foundation, il y en a plein. Ils ont des millions et des millions de dollars, et Gates, maintenant, finance directement des scientifiques français pour des recherches en génomique, en transgénèse, sur les CRISPR-Cas9. Il y a un scientifique qui m'a raconté qu'il a reçu un chèque de 3 000 €, comme ça, sur un bout de papier A4 qu'il a envoyé à la Gates Foundation. Ces 3 000 €, c'était juste pour faire un dossier un peu plus complet, et il peut recevoir maintenant, on ne sait pas combien. Il y en a plein comme ça. Il l'a refusé? Non, il a été très content. Il voulait travailler sur une modification du riz pour l'enrichir en je sais plus quelle provitamine, peu importe. Et il était très content. Et ça passe pas par des dossiers complexes de subvention. L'argent commence à irriguer. Autre exemple, c'est en Afrique, il y a un certain nombre de scientifiques qui sont sollicités par des programmes d'aide internationale, notamment par l'USAID. L'USAID, c'est un peu l'AFD américaine, mais avec des différences, mais c'est le programme d'aide aux pays du Sud. Ces gens-là, ces scientifiques, ils reçoivent un paquet d'argent pour travailler sur le manioc, le niébé, etc., etc. Le manioc, le niébé transgénique n'arrive jamais dans les pays. Ce qui arrive, c'est que le gars devient expert international, reconnu par les États-Unis. Il prend la place des experts dans les agences nationales en charge
d'autoriser ou pas les OGM, et il autorise le maïs et le soja en importation. Le schéma, il est très clair. On peut vous le démontrer à travers certains exemples en Égypte au Kenya et en Ouganda. Donc, la recherche scientifique financée par ces œuvres caritatives, puisque elles sont classées sous cette appellation-là, permet en fait de favoriser l'introduction des OGM américains via l'importation. Et ça, ce schéma-là, il est quand même assez intéressant à analyser en détail. Alors juste avant que Cyrielle, peut-être tu reviennes sur les mobilisations aussi, je voudrais juste peut-être par rapport à cette question du scientifique, j'ai notamment en bossant, en travaillant sur l'agriculture climato-intelligente, sollicité notamment le CIRAD. Donc le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Je les ai sollicités quand j'ai vu qu'ils faisaient partie de l'Alliance pour l'agriculture climato-intelligente et je m'interrogeais sur leur positionnement à l'intérieur de cette alliance. Et ce que m'a répondu le CIRAD, c'était que, donc comme le gouvernement, il se battait à l'intérieur de cette alliance pour faire valoir le point de vue, en me disant que tout l'enjeu, c'était, donc il reconnaissait effectivement qu'à ce stade, c'était bien une vision de l'agriculture industrielle, donc celle qui a pu être dépeinte, donc fortement émettrice de gaz à effet de serre parce que elle s'achemine sur des circuits très longs, parce qu'elle recourt et s'appuie énormément sur des engrais azotés, etc., etc. Que c'était aujourd'hui effectivement cette vision qui avait tendance à l'emporter au sein de cette alliance et qu'il y avait quand même des scientifiques qui essayaient de se battre à l'intérieur de cette alliance aussi, qui essayaient de faire valoir l'enjeu agronomique, écologique, environnemental des pratiques agroécologiques comme la couverture permanente du sol pour augmenter la matière organique, limiter le recours aux engrais, etc. Qu'il y avait des batailles aussi scientifiques malgré tout qui se menaient à l'intérieur de l'alliance et je tenais un peu peut-être à nuancer ce qui pourrait peut-être ressortir de ce débat. Oui, non, tout à fait. De toute façon, il y avait une autre alliance avant qui s'appelle l'IASTD. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une alliance internationale de scientifiques et de gouvernements pour une agriculture agroécologique et durable. C'était extrêmement, le texte, il est génial. C'est vraiment, ça a été signé par 40 ou 50 gouvernements, j'ai plus en tête parce que je pensais pas aborder cette question-là. Mais il y a déjà eu une alliance vraiment pour une agriculture résiliente. Et dans la Smart Agriculture, dans le texte de la FAO, il n'est nulle part mentionné ce texte de l'IASTD. Ce texte-là, il a disparu de la circulation. L'IASTD, c'était le GIEC de l'agriculture. C'était quelque chose de la même valeur et de la même force en termes de regroupement de scientifiques et d'élus que le GIEC. Et ça a disparu, ça n'a jamais même pris pied. Et ça, je pense que quand on dit qu'il y a des gens qui travaillent, oui, il y en a plein, ça, pas de souci. C'est quelle est leur fenêtre après pour exprimer leurs idées et pour les valoriser. Je vous conseille vraiment de rechercher de l'information sur IASTD. Ouais. Cyrielle, sur les mobilisations peut-être? Alors pour ceux que ça intéresse, en sachant qu'il y a un certain nombre de choses pour l'instant qui est un peu en stand-by au niveau des mobilisations, mais néanmoins, voilà, on espère malgré tout. Enfin voilà, c'est pour l'instant ce qui ressort des discussions qu'il y a pu avoir hier et aujourd'hui au sein des réseaux associatifs qui suivent la question du climat, c'est que ce que l'on compte bien, c'est qu'il y ait quand même des mobilisations de maintenu. Voilà, et pour en profiter aussi pour réitérer des messages de solidarité, d'échange, etc. Voilà, mais de maintenir ces mobilisations qui étaient prévues. Dans ces mobilisations, il y a quand même un certain nombre d'acteurs agricoles. Alors les acteurs de la solidarité internationale sont pas mal présents. Il y a notamment ActionAid qui est présent, mais il y a beaucoup d'autres associations comme Oxfam, etc., qui sont présents et qui vont prévoir un certain nombre de choses, des communications qui étaient notamment vachement acteurs sur la signature de la lettre contre la Climate Smart. Voilà. Donc des communications, des tribunes, etc. Et il y a aussi la conf, comme tu le disais Patrick, qui prévoit un certain nombre de choses. Donc très la Confédération paysanne. Pardon. Beaucoup l'ont deviné, mais on précise. Donc tout le monde, en gros, va se retrouver pour une grande marche le 29 novembre. On verra, voilà, à Paris, mais aussi dans les principales grandes villes de France, 29 novembre toute la journée. Comment ?
Et du monde, oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais. Le 12 décembre, va y avoir aussi une journée toute mobilisation. Donc là, il n'y a pas trop de détails, mais en mettant un peu les pieds dans vos associations les plus proches, vous pourrez avoir des infos sur dans quoi vous pourriez vouloir vous investir. Il va y avoir plein d'actions partout. Il va y avoir aussi le 104 comme espèce de QG de la mobilisation. La Confédération paysanne va notamment être particulièrement présente au 104. Donc voilà, si vous voulez vous... Ah ouais, je sais, je disais juste le nom du lieu, effectivement, je connais pas l'adresse. 104 rue d'Aubervilliers. Rue Curial. Toutes les informations, en fait... C'est le 104. Le nom de la structure s'appelle le 104, en fait. Donc, toutes les informations sont recensées, par rapport aux événements, sont recensées sur le site Coalition Climat 21. je sais pas quoi, .org. Merci. Et tu oubliais du coup peut-être mentionner aussi les 5 et 6 décembre, le village mondial des alternatives à Montreuil. Donc tout à proximité de Paris. Il y aura pas mal de choses. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément d'échanges entre les assos sur le sujet de l'agriculture. Il y a une unanimité quasi générale sur le modèle à défendre versus ce contre quoi on se bat. Donc il y a vraiment des mots communs pour dire que ce qui permettra de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment une agroécologie réelle et paysanne, et que ça n'est qu'en passant par là, enfin voilà, si on prend juste les chiffres basiques et macro, déjà ça parle tout seul, mais si en plus on rentre dans le détail, ça parle encore mieux, voilà. Oui, j'ai oublié tout à l'heure quand tu m'as posé la question, il y a dans ces dates-là, 4 et 5 décembre, il y a aussi un truc qui s'est mis en place, qui s'appelle le tribunal des droits de la nature, auquel j'ai été invité à participer, moi, le 4 décembre, dans lequel c'est fait pour juger de façon un peu citoyenne les écocides, et donc les juges, ce seront toute une série de people, Vandana Shiva, José Bové, et j'en passe. Voilà. C'est à la Maison des Métallos. Et ben voilà, merci beaucoup à tous. Encore un remerciement pour cette maison qui nous a accueillis ce soir, à l'association InfoGM à l'initiative du débat, et bonne soirée à tous. Et on se retrouve pour l'apéritif convivial tout de suite pour continuer à échanger. Merci.